si demain après les élections, il y a des morts, des troubles, parce que M. Nanga a mal organisé les élections, je répète encore, M. Nanga sera pénalement responsable. Maintenant, nous les connaissons. Alors, l'opposition va se préparer en conséquence. Parce qu'elle n'est pas allée aux élections. Vous savez ce qui va se passer? Si vous refusez, si nous refusons d'aller aux élections, et ils iront aux élections, et ils vont vous dire, vous n'avez pas participé aux élections, ce sera comme au Venezuela. Ils ont la justice, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont toutes les forces de sécurité. Donc, ils ont le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Et ça veut dire que maintenant, il faut avoir une économie forte. Et une fois que l'économie est forte, avoir des industries, rassurer les partenaires économiques, favoriser l'entrepreneuriat local. Nous avons un organisme qui est là, qui pompe beaucoup d'argent. Pour l'argent détourné, c'est le FPI, le Fonds de promotion à l'industrie. Il faudra réformer cette institution-là pour qu'il devienne une véritable banque d'investissement au profit des entrepreneurs locaux. Monsieur, vous voulez investir dans quoi? Si vous investissez dans ces cœurs, dans les domaines pour lesquels ils sont retenus par cette commission-là industrielle et économique, si vous êtes dans ces secteurs-là, monsieur, écoutez, vous investissez pour combien? Pour 500 millions, écoutez, nous vous donnons, nous vous assurons, vous, contre les risques de guerre, contre les manifestations, contre les risques politiques. Voilà la première chose que nous allons faire. OI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nous avons ici M. Rigobert Kouta, le président des Pariso. M. Rigobert, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'animer une conférence de presse ici, en Belgique. Est-ce que nous pouvons savoir quel était l'objet de cette conférence de presse et pourquoi l'avoir animée ici en Belgique? Il s'agissait d'abord de parler à la diaspora. Parce que comme vous devez le savoir, la diaspora est une frange très importante de la population congolaise et représente un avenir pour ce pays. La diaspora joue un rôle très important sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Mais en même temps aussi, il fallait parler à la diaspora sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais voulu partager avec cette diaspora sur le sujet du jour et qui est, comme je viens de le dire, le processus électoral dans notre pays. Voilà. Parlons de la diaspora. La loi électorale reconnaît que la diaspora devrait normalement voter, participer aux élections qui auront lieu le 23 décembre de cette année. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Jusqu'à aujourd'hui, la diaspora ne s'est pas encore enrôlée. Quelle est la position du Pariso par rapport à cet aspect des choses? D'abord, pour les Pariso, conformément à notre constitution, l'égalité de Congolais devant la loi, la diaspora aurait dû être enrôlée pour participer au vote aux élections de décembre 2018. Malheureusement, il s'est fait que j'ai annoncé cette mauvaise nouvelle à la diaspora que leur enrôlement n'interviendra que normalement à partir du mois de juillet. Donc pour les élections du 23 décembre 2018, la diaspora n'est pas électeur. La diaspora n'est pas électeur, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, malgré tout cela, les Pariso étaient venus pour annoncer aussi une bonne nouvelle à la diaspora, que même si vous n'allez pas voter, notre parti, les Pariso, au cours de cette conférence débat, a lancé un appel à candidature en demandant aux membres de la diaspora qui souhaitent postuler pour les élections provinciales
et législative nationale de se mettre sur la liste du Parézo. Et en même temps aussi, nous avons profité à cette occasion pour annoncer de manière officielle au niveau, non pas seulement de la communauté internationale, de la diaspora plutôt, mais au niveau de la communauté nationale et internationale, le soutien du Parézo à la candidature de M. Félix Tshisekedi pour le présidentiel de décembre 2018. Voilà, parlons encore de M. Félix Tshisekedi. Du vivant, le président Etienne Tshisekedi, vous étiez toujours derrière le président Etienne, vous souteniez le président Etienne derrière les actions de l'UDPS. Aujourd'hui, le président Etienne Tshisekedi n'est plus là. Félix, on ne peut pas dire remplacé, est maintenant le président de l'UDPS et candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Et vous continuez toujours à soutenir le président de l'UDPS. Pourquoi ne pas adhérer directement à l'UDPS et rester avec votre parti politique et continuer à soutenir, parce qu'on sait que le but de la politique, c'est accéder au pouvoir. Pour vous, ça ne vous intéresse pas d'arriver jusqu'au sommet de l'État congolais? Moi, je pense que la politique, c'est une question de principe. Si nous soutenons la candidature de M. Félix Tshisekedi, comme nous avons soutenu la candidature de M. Etienne Tshisekedi, rien n'empêche que le Parézo reste dans sa liberté d'action. Nous ne sommes pas des socialistes, nous sommes des démocrates chrétiens. Mais nous sommes des alliés de l'UDPS et des alliés fidèles. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu en France à l'époque de Mitterrand. Il y avait les partis socialistes, il y avait les radicaux de gauche. Bien que nous ne soyons pas radicaux de gauche. Mais simplement, vous l'avez bien suivi, nous avons dit que nous soutenons la candidature de Félix Tshisekedi, mais nous exhortons toute l'opposition, je dis bien toute l'opposition républicaine à se choisir un candidat commun afin que la victoire soit la plus large possible. Donc le Parézo reste Parézo. L'UDPS est un parti que je respecte. Nous restons Parézo et je resterai toujours le président du Parézo. C'est un parti que nous avons créé. C'est un parti qui a des principes. C'est un parti qui a un projet de société. Donc je ne vois pas, il n'y a pas d'incohérence de soutenir le candidat qui est le meilleur placé. Et c'est ça aussi la logique politique. Et vous avez parlé plusieurs fois de votre projet de société. Est-ce que c'est un projet qui est déjà fin prêt ou c'est encore un projet qui est en gestation? Bien évidemment, je pense que les partis qui sont sérieux doivent normalement avoir déjà rédigé leur projet de société. Le projet de société du Parézo, le PDG, le plan de développement global du Congo, est un projet qui est prêt. Et d'ailleurs, vous avez vous-même vu que nous avons expliqué, présenté, donné nos propositions à la diaspora du PDG en ce qui les concerne. Et dans ces propositions-là, vous avez vu que nous avons proposé et nous allons proposer à la population congolaise la création d'un fonds pour la promotion de la diaspora. Donc ces fonds aura pour but, premièrement, d'aider les membres de la diaspora congolaise qui veulent s'installer au Congo. Deuxièmement, d'aider les associations ou autres groupements qui organisent des activités pour redorer l'image du Congo à l'étranger. Et de trois, ces fonds servira pour pouvoir venir en aide ou cofinancer les projets des associations de la diaspora, je parle bien des associations humanitaires et sociales de la diaspora qui ont
des activités humanitaires dans notre pays. Parlons de ces fonds-là. Vous avez plusieurs fois évoqué le fonds. Les fonds pour soutenir la diaspora, les fonds pour soutenir l'industrie, pour soutenir l'enseignement, pour soutenir beaucoup des choses dont vous avez parlé. Mais la provenance de cet argent-là, d'où viendra l'argent pour créer tous ces fonds-là? Mais évidemment, en ce qui concerne les fonds pour le soutien des actions de la diaspora, ces fonds existent. Ces fonds proviendront du fonds de promotion à l'industrie, que moi j'appelle généralement, qui devrait être la banque des investissements. Donc, une fois que nous arriverons au pouvoir, dans le fonds du FPI, les fonds de promotion à l'industrie, que nous allons d'ailleurs réformer, il faudra qu'une partie des fonds du FPI aille alimenter les fonds que nous allons créer pour le soutien des activités de la diaspora. Et pour les autres fonds? Pour l'industrie, pour tout autre type de fonds que vous avez parlé tout à l'heure? En tout cas, d'abord, ce qu'il faut dire que les fonds ou les recettes, si vous voulez bien, pour financer l'ensemble de la feuille de route des projets de société ou de ce que nous appelons le plan de développement global du Congo, l'ensemble de ces recettes viendra bien évidemment du budget de l'État. Budget de l'État qu'il faudra gérer en bon père de famille. C'est la raison pour laquelle nous disons d'ailleurs dans la conclusion de notre projet de société que la bonne gouvernance doit être érigée en mode de gestion. Les différentes réformes que nous proposons dans le plan de développement global, notamment la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'enrichissement personnel, notamment la création d'une direction générale des patrimoines et la bonne gouvernance et tout ça, toutes ces différentes réformes fiscales et tout ça vont permettre à l'État déjà de pouvoir récupérer toute cette partie d'argent qui s'envole, qui disparaît, qui est détournée. Mais bien évidemment, nous sommes aussi réalistes. Nous devons faire appel aux partenaires extérieurs, aux institutions de Bretton Woods, qui peuvent nous aider si nous démontrons qu'avec le projet de société que nous amenons, avec nos agissements, que nous avons changé, que nous adoptons la bonne gouvernance économique, la bonne gouvernance financière. Et en même temps aussi, nous devons adopter des mesures pour pouvoir sécuriser les investissements de nos partenaires. C'est dans ce sens d'ailleurs que je vous ai dit, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons créer une garantie aux investissements. Ça sera une sorte d'assurance, parce qu'il faut comprendre que pour le moment, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune assurance au monde qui va assurer les risques industriels en RDC. Donc voilà un peu tout cet ensemble de propositions que nous allons faire dans quelques jours, dans quelques mois plutôt, excusez-moi, concernant notre projet de société. Toutes ces propositions-là donneront l'espoir et donneront surtout aussi la garantie aux futurs investisseurs, aux futurs opérateurs économiques qui peuvent être congolais ou étrangers, que voilà, nous venons pour changer les choses. Et pour en arriver là, il faut qu'il y ait les élections au Congo. Il faut qu'Aparizo aussi accède au pouvoir. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, il est difficile de parier ou de dire que non, il y aura certainement les élections le 23 décembre de cette année. Arrivé le 24 décembre, il n'y a pas d'élection. Quelle position votre parti va prendre face à cette évidence? Merci pour cette question. Vous savez, si vous avez suivi la conférence débat, j'ai été pragmatique. J'ai préparé la population, ou surtout la diaspora, à deux éventualités. Organisation des élections le 23 décembre 2018 et non-organisation des élections le 23 décembre 2018, ce qui est probable, excusez-moi, au vu
des comportements et des discours de gens de M. Kabila. Donc il est probable qu'il n'y ait pas des élections le 23 décembre 2018. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de la classe politique congolaise, mais plus particulièrement de l'opposition tout entière, de préparer la population à cette éventualité. Parce qu'on a eu plusieurs reports des élections. Et de préparer aussi la communauté internationale qui nous oblige pratiquement à suivre le chronogramme de M. Nanga, de la CENI. Au cas où il n'y aura pas d'élection, je vais vous répondre clairement. Au cas où il n'y aura pas d'élection, bien évidemment, la Constitution, les lois de notre pays nous donnent la possibilité de nous opposer à tous les actes illégaux ou à toutes les personnes qui veulent installer une dictature ou une tyrannie au Congo. Donc nous disons que l'opposition doit se préparer à toutes les éventualités. Elle doit commencer à préparer les élections. Elle doit cesser d'être euphorique, de croire qu'elle a déjà gagné des élections, comme je le vois un peu partout. Beaucoup de gens croient qu'on a déjà la présidence de la République, qu'on a déjà la majorité au Parlement. Ils doivent arrêter cette euphorie parce que le chemin est encore long. Ils doivent aussi préparer la deuxième possibilité. Une des possibilités, la tricherie. On organise l'élection, on nous vole la victoire. Donc nous ne voulons plus assister à l'expérience de 2011 où nous avions une opposition qui n'était pas préparée aux élections, qui n'était pas préparée à la tricherie. Donc moi je lance un appel vibrant à cette opposition républicaine de préparer la population à contrer la tricherie, de préparer la population pour que nous gagnions les élections. Et comment définissez-vous des bonnes élections au Congo? Les bonnes élections doivent respecter les standards des élections démocratiques. Il faudra qu'elles soient transparentes, il faudra qu'elles soient démocratiques, il faudra qu'elles soient inclusives, il faudra qu'il n'y ait pas de mort, il ne faudra pas qu'après les élections qu'il y ait des exilés. Vous comprenez? Mais s'il y a par exemple des contentieux électoraux dans les bonnes élections, il y a une procédure à suivre, il y a des cours qui sont prévus pour ça, par la Constitution. Donc voilà, ce sont ça, les standards des bonnes élections. Les bonnes élections ne se font pas avec la machine à voter, je voulais dire la machine à tricher. Donc moi je dirais, les bonnes élections au Congo, M. Kabila a fini ses 2 mandats qui ne se présentent pas. Première chose. Deuxième chose, que ce soit une élection inclusive. Que ceux qui sont en prison, les Franck Diongo, les Diomin Dongala, les Mouyambo, que ceux qui sont en exil forcé, les Moïse Katumbi, qu'ils reviennent, c'est ça l'inclusivité. Et puis la transparence. Et aujourd'hui, Nanga et le gouvernement actuel garantissent qu'il y aura des élections transparentes, démocratiques et inclusives, mais Kabila aussi candidat. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, il faudra qu'on essaye de mentir, M. Kabila. M. Kabila doit se rendre à l'évidence. C'est un garçon très intelligent. Il doit se rendre à l'évidence. Il a vidé ce mandats. La constitution congolaise ne lui permet pas. Avec tout ce qu'il prépare, la cour constitutionnelle, les affiches partout, les banderoles dans la ville, tout ça, et vous pensez que Kabila est prêt de se retirer? Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe au Congo, ça s'est passé ailleurs. Laurent Gbagbo avait sa cour constitutionnelle. Laurent Gbagbo avait sa CENI. Mais on a vu comment ça s'est fini. Non, il faut arrêter. Les conseils que je donne à M. Kabila. Il y a une vie après la présidence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les conseils que je donne à Nanga. Il y a la notion de ce qu'on appelle la responsabilité pénale individuelle. Si M. Ngoïmolunda et M. Malumalu, paix à son âme, ont échappé à la Cour pénale internationale, malgré le nombre de morts que nous avons eu à cause de la malorganisation des élections, M. Nanga n'échappera pas à ça. S'il y a des morts, il sera responsable.
il ira rejoindre Taganda, là-bas, à la Cour pénale internationale. Je dis simplement que nous nous battons tous pour un pays meilleur. Nous nous battons tous pour la liberté et nous nous battons tous pour que M. Kabila, après les élections, soit le premier président que nous voyons circuler au Congo. Donc ce n'est pas parce qu'un monsieur a échoué dans son projet politique que c'est un crime. Échouer dans son projet politique, ce n'est pas un crime. François Hollande est parti parce qu'il a échoué dans son projet de bien, dans son projet politique. Donc moi je dis simplement, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils sont occupés à mentir, à tromper M. Kabila. On a vu ça avec Mobutu. Il est là, dans sa tombe, seul. Les autres sont à Kinshasa. C'est qui les conseillers, ils sont à Kinshasa. Et je parie même que le 1er novembre, ils ne vont même pas fleurir sa tombe. Donc je pense que ce sont des exemples à regarder, à suivre et à voir. Le Parisot, une fois au pouvoir, est-ce qu'on gardera la CENI telle qu'elle, ou on va faire comme dans d'autres pays, par exemple ici en Belgique, laisser l'organisation des élections entre les mains du ministère de l'Intérieur? Mais vous savez, il faudra que nous mettions du temps. Parce que pour que nous puissions comprendre que les élections, c'est un moment où les gens doivent s'exprimer pour vous donner des mauvais points ou des bons points. Il faudra que nous prenions du temps pour que nous soyons des démocrates. Parce qu'en nous, il y a des germes de la dictature parce que nous avons grandi dans la dictature. Et il est difficile de pouvoir être démocrate. Accepter qu'il y a un ministère qui organise les élections. Je pense qu'il faudra laisser à une commission indépendante les loisirs d'organiser cette élection. Mais quand au ministère de l'Intérieur ou à un autre ministère, c'est de donner les moyens à la CENI pour pouvoir organiser cette élection. C'est dans ce sens d'ailleurs que je vous ai parlé tout à l'heure de la réactualisation de la population congolaise grâce au recensement. Et une fois que le recensement est terminé, on donnera à la population une carte d'identité. Une fois qu'ils ont, avant d'avoir leur carte d'identité, ils seront inscrits dans un registre national. Ce qui aura pour but, vous savez, c'est de diminuer tout cet argent pour l'enrôlement des électeurs. Parce que le ministère de l'Intérieur, comme ça se passe au Sénégal, travaille de concert en complicité avec ce qu'on appelle la Sénat là-bas, la Commission électorale nationale autonome. Donc ça sera cette collaboration-là qui devra s'instituer. Donc pour le moment, il faudra laisser l'organisation des élections à la CENI, mais bien évidemment pas à une CENI qui est la chambre, qui sera la chambre de résonance d'un parti au pouvoir ou des partis qui sont au pouvoir. Il faudra que la CENI redevienne réellement autonome. C'est cette CENI-là que nous voulons. Voilà, un dernier mot à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre assez nettement. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, comme je le dis toujours, le Congo, depuis 1960, est un pays qui est entré dans un coma dépassé. C'est un pays qui est dans un état végétatif. Et tous les dirigeants qui se sont succédés discutent toujours pour savoir est-ce qu'on les réveille ou on les laisse en coma. Le grand danger est que ces comas se transforment en mort. Vous comprenez? Et quand je dis se transforme en mort, ça veut dire que à la dislocation du Congo, à la banalisation du Congo. Et la réforme institutionnelle avec la décentralisation qui a eu nous mène de plus en plus vers cette balkanisation. C'est pourquoi je dis simplement qu'il est grand temps que la vraie opposition se réveille, que le peuple
se réveille pour prendre en main la destinée de ce pays, au risque de se réveiller un jour et de voir ce pays morcelé, et ça sera déjà trop tard. Monsieur Rigobert Kouta, merci. C'est moi qui vous remercie. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.